Est-ce que les Blancs, ils ont le droit de parler de racisme? Alors, selon certaines personnes, les Blancs, ils n'ont pas le droit de parler de racisme, même de racisme anti-blanc. On y reviendra dans une autre vidéo. Comme les hommes, ils n'ont pas le droit de parler de sexisme, comme les hétéros, ils n'ont pas le droit de parler d'homophobie, parce qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas premiers concernés. Et ben, on va parler de ce terme-là, de ce sujet, les premiers concernés. Qu'est-ce que c'est un premier concerné? Les premiers concernés, ce sont les personnes qui sont victimes directement d'une oppression. Par exemple, sur le racisme, ça va être les non-blancs, ça va être les noirs, les arabes, les asiatiques, les roms. Sur le sexisme, ça va être les femmes. Sur l'homophobie, ça va être les homosexuels. Donc c'est eux les premiers concernés, c'est eux les premières victimes de cette oppression. Et donc les blancs, comme ils ne sont pas premiers concernés, ils n'auraient pas le droit de parler de racisme. Et en fait, il y a l'idée aussi sous-jacente que les non-blancs, ils peuvent parler de racisme et surtout, ils ont forcément raison sur le racisme. Ce qu'ils vont dire, c'est forcément juste, c'est forcément sourcé. Et ça pose problème, ça pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, c'est essentialiste. Ça donne l'idée que si on est noir, si on est arabe, si on est asiatique, eh ben, on sait forcément tout sur le racisme d'emblée, comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre. On sait ce que c'est le racisme, on sait ses sources, on sait ses origines, on sait comment ça se matérialise, mais ça marche pas comme ça. Et surtout, y a un problème, c'est que dans la réalité, les Noirs, les Arabes, les musulmans, les Asiatiques, les Roms, ils vivent pas tous le racisme de la même manière. On a tous une expérience différente de la façon de vivre le racisme. Vous allez avoir des personnes qui vont être révoltées, qui vont donc s'engager de façon militante, mais vous avez aussi, dans le contraire, des personnes qui vont intégrer ce racisme. On a des personnes qui vont entrer un peu dans ces clichés racistes. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Et le plus grave là-dedans, c'est que la logique des premiers concernés, elle n'est pas forcément subversive, elle n'est pas forcément progressiste. Elle peut être aussi utilisée par nos adversaires. D'une grande erreur 404 dans le logiciel gauchiste aujourd'hui, parce qu'ils vont assister à une ovation de ce qu'ils appellent les fascistes, les racistes et les nazis en train d'ovationner un Français d'origine immigrée. Ils vont souvent utiliser les personnes racistes, les personnes réactionnaires, les personnes conservatrices, vont souvent utiliser la logique des premiers concernés pour leur propre intérêt. Ils vont souvent dire, regardez, cette personne elle est noire et elle pense comme moi, cette personne elle est musulmane et elle pense comme moi. Et on a plein d'exemples comme ça de personnes non blanches, mais qui vont servir les intérêts racistes et les intérêts réactionnaires. Sur le thème de l'islamophobie, on a l'imam Chalgoumi. ألف شكر ألف شكر ألف شكر ألف شكر تمني بالتوفيق لكم ولكل عائلة الجيوش الإسرائيلية. السيد وأخي جنرال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والصديق كذلك بشاي المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي. هذه القوة لكم وأن تكون ضد الشر الذي سيمس الدول العربية وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل. إن شاء الله تعالى أنتم تكونون السبب لاستقرار هذه المنطقة. L'imam Chalgoumi, c'est un arabe, c'est un musulman et il alimente l'islamophobie. On a Carteron. Carteron, il est noir, mais il va dans le discours du pouvoir blanc. On nous a importé une culture américaine comme si en fait les blancs étimes avaient interdit de monter dans un bus, etc. etc. Donc en fait c'est du bourrage de crâne. Et vous voyez bien, les références de tous les mecs de cité, c'est les Malcolm X, c'est ceci, cela. Il n'y a pas d'islamophobie, c'est totalement faux. Cette histoire de ceci, cela, ça fait partie du paysage. Moi j'ai des gens qui sont voilés, qui viennent chez moi. Voilà, c'est pas mon truc. Donc déjà, ça c'est une première critique sur le premier concerné. Et on a vraiment plein d'exemples, surtout nous les Arabes, on a vraiment plein d'exemples sur ça. On n'est pas aidés, hein. On a Zaineb El Razoui. Les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si. On a Zorabitan, on a Jean Messia. Ces personnes, elles se définissent même comme arabes. Elles mettent en avant le fait qu'elles soient arabes pour donner leur position, pour dire, regardez, moi je suis premier concerné, je connais ces gens-là, et donc vous avez raison d'être réactionnaire, vous avez raison d'être conservatrice parce que ces gens-là sont dangereux. Donc voilà, le truc du premier concerné, rien que pour ça, il faut le relativiser, il faut avoir quand même une distance sur ça.
Je vous rappelle qu'on est dans un pays du Nord où notre projet de grand remplacement il n'est pas encore mis en œuvre et donc la majorité elle est blanche. Donc ça serait complètement idiot de se dire que non, il y a seuls les non-blancs qui parlent de racisme. Ça sert à rien de parler de racisme entre nous. Il faut que les blancs aussi, ils en parlent. Alors certes, les Blancs, ils auront plus tendance à dire n'importe quoi sur le racisme ou à s'opposer à l'antiracisme politique. Mais c'est normal, c'est pas dans leur intérêt direct et ils n'ont pas vécu l'expérience du racisme qu'on a nous. Donc c'est normal qu'ils aient une opinion un peu maladroite sur le racisme. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est bloqué, c'est quelque chose qu'on peut changer, c'est quelque chose qui peut changer. Ils peuvent se former dessus, ils peuvent lire, on peut les confronter sur ces questions. Donc c'est à nous aussi de mener ce travail vers eux. Donc non seulement les Blancs, ils ont le droit de parler de racisme, mais on les pousse à le faire. Il faut qu'on pousse les Blancs à parler de racisme. Mais la logique des premiers concernés, elle a quand même un intérêt, elle est quand même importante. Pourquoi? Parce que c'est issu de l'expérience qu'ont eu les non-Blancs dans le champ politique, dans le champ militant. Ils ont vu que leurs problématiques à eux, les problématiques racistes, n'ont pas été prises en compte, même par les forces de gauche, même par les forces progressistes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même les mouvements de gauche, même les mouvements par exemple syndicalistes aux États-Unis, ça c'est un exemple important, ils excluaient les Noirs de leurs syndicats. Il y avait même du racisme dans la gauche. Et on a aussi eu l'exemple en France. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de SOS Racisme. Alors pour faire un résumé rapide, SOS Racisme, c'est né de la marche des beurs. Et en fait, c'est une récupération, SOS Racisme, de la part du Parti Socialiste pour mettre la main sur toute la marche des beurs qui a été faite par les premiers concernés, pour mettre la main dessus et pour mettre un peu leurs intérêts. Les Beurs reprochèrent donc à SOS d'être une officine du Parti Socialiste, une organisation à la solde de François Mitterrand et du Château. Grâce à l'alibi intouchable de l'antiracisme, SOS faisait tampon entre les socialistes et les jeunes des banlieues. SOS Racisme était là parce que la gauche partisane, dans toutes ses composantes, les syndicats, ne se préoccupaient pas de racisme. Ils s'en fichaient complètement. L'État se devait de briser la marche des beurs. Il mit alors tout en œuvre pour saboter cette auto-organisation en médiatisant à outrance certaines officines pseudo-antiracistes. Celles-ci s'employèrent de tous leurs moyens financiers à étouffer la marche pour l'égalité sous les milliers de décibels de concerts gratuits et leur antiracisme de pacotille. Et le problème de SOS Racisme, comme ça a été récupéré par des personnes qui ne sont pas concernées par le racisme, alors elles ont un peu déradicalisé les combats. Et donc par rapport à cette expérience qu'ont subi les premiers concernés dans le racisme, ils ont pris en compte cette tentative de récupération et ils ont réfléchi, ils se sont dit mais non, on peut pas se laisser faire, il faut qu'on s'organise entre nous, il faut qu'on s'organise entre premiers concernés, non pas parce qu'on a forcément raison sur ce combat, mais parce que c'est nous, on a le plus intérêt à faire changer les choses, c'est nous, on a le plus intérêt à faire changer le racisme et c'est nous, on aura le plus intérêt d'aller jusqu'au bout du combat. Et donc, par rapport à ça, ils ont créé le concept d'autonomie. Et ça, c'est très important. Il faut le dissocier des premiers concernés. Cette autonomie effective, elle implique trois choses. La première, c'est l'autonomie organisationnelle, c'est-à-dire qu'on est dans nos propres organisations, avec nos propres mots d'ordre, avec nos propres objectifs, avec nos propres manières de lutter. Et cette autonomie organisationnelle, ça ne veut pas dire qu'on est en totale opposition avec les organisations blanches ou qu'on est contre elles, mais c'est juste que parfois on peut s'allier avec elles selon certaines conditions, mais parfois aussi on peut s'opposer. C'est ça l'autonomie, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on nous laisse la liberté de s'allier, mais aussi de s'opposer avec la gauche blanche. C'est important de distinguer une lecture des premiers concernés en termes collectifs et autonomes plutôt qu'en termes individuels. Moi je suis premier concerné, moi je suis arabe, moi je suis musulman, mais c'est pas parce que je suis musulman, arabe, non blanc que je connais et que j'ai raison sur tous les sujets islamiques ou sur tous les sujets arabes ou même sur le racisme. Ça veut pas dire que j'ai forcément raison. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt penser en termes de collectif et en termes d'autonomie, parce qu'en plus quand on pense en termes de collectif, on va voir émerger plein d'autres idées nouvelles qu'on n'avait pas pensé tout seul, et surtout on va donner du poids à certaines idées comme l'anti-impérialisme, comme la critique du progressisme. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont venir quand on pense en termes de collectif. Et en parlant de production théorique, la deuxième chose importante en termes d'autonomie, c'est l'autonomie théorique, c'est-à-dire de parler avec nos propres mots, créer nos propres concepts, parler des choses qui nous concernent nous, des problématiques qui nous concernent directement, et pas se voir imposer certaines questions par d'autres organisations. Non, non, on va traiter de nos problèmes, mais surtout en parlant avec nos propres mots.
Et enfin, la troisième chose importante en termes d'autonomie, c'est l'autonomie financière. L'argent, c'est le nerf de la guerre, je ne vais rien vous apprendre dessus. Et on ne peut pas dépendre des autres, on ne peut pas dépendre des institutions. Surtout que maintenant, il faut signer la charte sur les principes républicains. Actuellement, éducateur sportif, je m'occupe de petits boxeurs et j'emmène les enfants sur les bases de loisirs de l'Île-de-France avec la région Île-de-France. En fait, moi, à la base, je suis pour la laïcité extrême. Vous voyez, comprenez? Moi, je suis pour la laïcité extrême. Et nous, on ne va pas signer ça. Et on ne peut pas non plus dépendre de certaines associations comme Open Society. Parce qu'en fait, quand vous recevez de l'argent de certaines associations, c'est d'une part parce que vous respectez certains critères de respectabilité pour recevoir cet argent. Mais en plus, dès que vous recevez un financement d'un organisme extérieur, vous êtes un peu lié, vous êtes un peu enchaîné. Vous allez faire attention, consciemment ou inconsciemment, vous allez faire attention à ce que vous allez dire. Vous allez vous auto-censurer. Et donc, si on veut avoir une liberté de ton, une liberté de parole, de parler de ce qu'on veut et avec les mots qu'on veut, et surtout inviter des gens qu'on ne voit nulle part, il faut être autonome financièrement. Et donc tout ça, l'autonomie organisationnelle, l'autonomie théorique et l'autonomie financière, ça forme l'autonomie politique. Et c'est ça qui est important quand on parle de premiers concernés, c'est l'autonomie politique. Mais si vous êtes blanc, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'antiracisme. Déjà, n'hésitez pas à en parler, parlez de racisme, parlez d'antiracisme, parlez-en autour de vous, parlez-en surtout dans vos organisations. Et si vous voulez, vous pouvez aussi en parler là dans les commentaires et on fera un plaisir aussi de répondre, de participer au débat. Et si vous voulez aussi nous soutenir dans ce projet antiraciste, vous pouvez déjà vous abonner à la page de Parole d'Honneur, à toutes les pages. On est sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.